Retrouvez dès à présent votre émission littéraire Rivage, Rive est à la page, animée par Sandrine. Bonjour, ici Sandrine Bertani, vous êtes sur l'émission Rivage, Rive est à la page, pour une nouvelle chronique consacrée à notre invité Alain Descortes. Alain a publié Chambre 25 aux éditions du Loir en mars 2021 et nous sommes ravis de l'accueillir sur Rive de Gier puisqu'il était prévu comme parrain pour un festival qui a été reporté à cause du Covid, le Festival des Rives Noires du Gier. Il aurait dû rencontrer son public en cette occasion. L'émission va lui permettre de présenter son œuvre et très prochainement, je l'espère, il pourra parler de ses romans face aux nombreux lecteurs qui viendront du coup le questionner sur son activité. Il a une vie bien remplie et s'est tourné vers l'écriture il y a environ 5 ans. Alors Alain, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cet engouement pour la littérature et pourquoi avoir franchi le cap de devenir écrivain? Eh bien, merci Sandrine de m'accueillir. Je vais essayer de vous répondre le plus simplement possible et le plus court possible parce que j'ai une vie bien remplie. Et au départ, je suis un scientifique. Mais peut-être avec un petit côté littéraire qui restait enfoui sous les maths et sous la physique. Parce que au lycée, au collège, j'écrivais des petits textes, des petits poèmes pour mes amoureuses. Et puis la chape de plomb de l'informatique m'est tombée dessus pendant 30 ans, presque 40. Et un beau jour, mes velléités littéraires se sont réveillées et j'ai décidé, j'avais envie de faire du théâtre amateur. D'accord. J'en avais fait un petit peu au collège. Donc je suis rentré dans une troupe amateur. On va arriver à l'écriture, hein, je vous rassure. Oui, bien sûr, il y avait une petite fibre artistique. Voilà, il y avait une petite fibre artistique. C'est passé par le théâtre. C'est passé par le théâtre. Et comme dans toutes les troupes amateurs, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les pièces du répertoire, traditionnellement, ont plus d'acteurs masculins que féminins. Il s'est trouvé un jour où on ne trouvait pas de pièces du répertoire pour notre troupe. Et donc j'ai proposé à, je ne sais pas pourquoi, un truc fou, j'ai proposé à ma troupe d'écrire une pièce de théâtre. Alors, pièce de théâtre comique, c'était du boulevard. Et ça a bien marché. On a joué la pièce un bon nombre de fois. J'ai récidivé 2 années plus tard, où on m'a redemandé d'écrire à nouveau une pièce. Et puis, ça y est, j'étais parti dans l'écriture. Et de l'écriture, après, je suis passé au polar. On rentrera peut-être un petit peu plus dans le détail. Et voilà pourquoi, depuis maintenant 4 ans, 5 ans, j'écris et je publie. Parce que j'ai quand même toujours un petit peu écrit, mais sans jamais publier. Oui, d'accord. Donc c'était vraiment au départ pour être lu et mis en voix. On retrouve d'ailleurs ce talent dans vos dialogues qui sont finalement très véridiques. On s'y croirait quand on entend parler vos personnages. On voit qu'il y a la narration et puis on voit cet art du dialogue qui rend les choses très vivantes. Oui, c'est exact. Le côté théâtre m'a laissé une partie importante au dialogue. Que je dois de temps en temps canaliser parce qu'il est vrai que par rapport à d'autres auteurs, j'ai peut-être un petit peu plus de dialogue que de narratif. Les personnages prendraient du coup la parole et se mettraient franchement à occuper tout l'espace. Alors en parlant de vos personnages dans vos premiers livres, on va commencer par les disparus du festival, puis ensuite les ailes noires du goéland et enchaîner sur Mémoire de glace. Vous avez des personnages qui sont récurrents, dont une jeune amatrice de théâtre, Stella. Est-ce que c'était important d'avoir un personnage que l'on retrouvait d'un livre à l'autre? Alors, au départ, je dois vous expliquer que les disparus du festival, je vais d'abord vous expliquer comment sont arrivés les disparus du festival. Est-ce que c'est le festival de théâtre dont vous parliez? Voilà, c'est-à-dire qu'on était resté à l'écriture de pièces pour ma troupe. Et puis un beau jour, je suis un homme de projet, j'ai voulu lancer un festival de théâtre amateur sur Condrieu. Et donc, ce festival de théâtre amateur a nécessité beaucoup de réunions. Et un jour, pendant une réunion avec le comité des fêtes, je suis parti dans un délire à dire, bah tiens, si finalement, pendant le festival de théâtre amateur, une
comédienne disparaissait. Alors une comédienne ou un comédien, bon, pourquoi j'ai choisi une comédienne? Peut-être parce que j'ai toujours plus été attiré par la femme que l'homme. C'est pas faux, hein. Beaucoup de beaux personnages féminins sont très travaillés et m'est arrivé le personnage de Stella, auquel je me suis attaché. Ce qui fait que les disparus du festival ont été écrits, publiés, ça a bien fonctionné, ça m'a donné l'envie de continuer. Et en continuant, évidemment, je ne pouvais pas laisser Stella sur le bord de la route. Et donc j'ai continué à mettre Stella en scène. Vous voyez, je parle encore. C'est ça, avec la même métaphore. Voilà. Et Stella, c'est vrai, prend la parole, même quand elle n'est pas forcément présente dans le livre elle-même, mais pour présenter le livre, elle est toujours présente en vous. Alors est-ce que du coup, c'est une identification ou est-ce que c'est simplement un personnage qui vous sert de catalyseur, on va dire, pour continuer d'inventer d'autres fictions? Alors, vous identifiez à elle ou vous la chérissez comme une fille? Alors, je vais répondre à votre question par une autre réponse. Ou par une autre question. On dit souvent que les personnages sont autobiographiques par rapport à l'auteur. Alors, c'est pas mon cas. Ou alors sinon il y a quelque chose de caché que je n'aurais pas trouvé, mais j'ai des parties de personnages qui sont autobiographiques. C'est-à-dire que pour faire mon autobiographie, on doit prendre un morceau de chacun de mes personnages. Et il est vrai que certaines parties du caractère de Stella sont autobiographiques, je ne vous dirai pas lesquelles. Et Stella, bon, mais par contre, oui, Stella m'a plu et je m'y suis tellement attaché que justement, comme vous l'évoquiez, quand je suis arrivé à mon 3e roman, je voulais un petit peu sortir du cycle, toujours les mêmes personnages, à la fois pour ne pas me lasser et à la fois pour ne pas lasser le lecteur. Et donc, Stella n'apparaissait pas dans le 3e roman. Par contre, j'ai voulu quand même lui laisser une petite place et je lui ai laissé la place dans la préface et c'est donc Stella qui présente les ailes noires du Goya. Oui, c'est assez amusant. En même temps, on sent du coup une part de vous hein, dans les personnages féminins comme dans les autres. Ceux qui gravitent autour de Stella et puis des autres héroïnes par la suite sont souvent liés à la police, mais parfois sont un petit peu éloignés et sont devenus du coup des détectives privés. Est-ce que c'était important pour vous que l'enquête soit à la fois menée par quelqu'un dont c'était la profession, et puis que d'autres personnages mènent une investigation parallèle de manière à essayer de démêler un peu l'histoire de ces disparitions, parce que c'est un thème qui revient d'un livre à l'autre. Il y a souvent des disparus qu'on essaye de retrouver et dont on retrace le parcours. Oui, alors effectivement, je prends beaucoup de distance avec les critères du polar, si tant est qu'il y ait des critères au niveau du polar. C'est-à-dire que je résumerai en disant, j'aime avant tout raconter des histoires. Et raconter une histoire dans un polar, ce n'est pas, pour moi, se limiter à l'enquête. Donc j'aime bien ajouter un petit peu à la Claude Lelouch, bon c'est peut-être prétentieux, mais j'aime bien ajouter un certain nombre d'histoires au travers de mon enquête, qui est toujours l'ossature du polar. J'aime bien rajouter des histoires connexes et parallèles qui vont bien sûr toutes se retrouver à la fin, sinon on parle dans tous les sens et ça ne fonctionne plus. Alors je pense que c'est dépaysant pour le lecteur. Ça me permet aussi d'avoir un lectorat qui n'est pas qu'un lectorat de polardeurs ou de polardeuses, c'est-à-dire des gens qui aiment la littérature blanche, qui parfois sont fleurs bleues, sont rentrés dans mes ouvrages, alors qu'ils n'étaient pas des lecteurs habituels du polar. D'accord, donc tout le monde y trouve finalement son compte. Avec ces ingrédients qui nous dépaysent. Alors vous parlez justement de dépaysement, il y a aussi géographiquement du voyage. Vous ouvrez vraiment le champ des horizons, puisque dans certains livres on parle de l'Amérique du Sud, dans d'autres de l'Afrique. On a l'impression de voyager d'ailleurs juste en Papouasie, dans Chambre 25. Pourquoi ne pas se cantonner à la France? Une partie de l'histoire est chez nous et l'histoire nous mène également ailleurs. C'était une volonté de montrer que vous étiez ouvert sur le monde? Oui, alors c'était avant tout une ouverture de ne pas rester trop local, parce que je ne vous cache pas que les disparus du festival se passent à Condrieu, mon village natal.
C'était facile parce que je connais les rues de Condrieu par cœur. Donc quand là, il est autobiographique, je crois. Oui, allez. Un petit peu. Et donc, j'ai cédé à la facilité de rester très local sur mon premier roman. Et puis, j'ai été rattrapé par une envie de voyager, de montrer autre chose au lecteur, de m'évader, de faire évader le lecteur. Et pour arriver à l'extrémité qui est Chambre 25, où entre les disparus du festival qui sont purement locales et Chambre 25, il s'est passé tout un ensemble de romans où on se promenait dans la région et on allait ailleurs au Suriname. Et puis Chambre 25, j'ai commencé à l'écrire au début du premier confinement. Donc volonté de s'évader et de faire évader le lecteur. Donc j'ai voyagé sur toute la planète, donc les îles paradisiaques du Pacifique Sud, le Colorado, l'Afrique, et puis un petit peu quand même revenir en France du côté de l'Occitanie, il fallait bien un petit peu. Mais voilà, et puis c'est une volonté de ne pas réserver mes ouvrages uniquement à mes lecteurs locaux ou régionaux. Donc c'est bien qu'on se... C'est une façon de voyager pour un coût modique aussi. Donc c'était vraiment une ouverture. On a l'impression que vous vous sentiez peut-être prisonnier, c'est le cas du titre Le prisonnier de l'île aux pêcheurs. Est-ce que vous pensez vraiment que cette société nous a étouffés et que la période était propice à l'envie d'évasion ? Oui, alors l'envie d'évasion, déjà on l'avait derrière dans sa maison quand on était confiné. Et c'est d'ailleurs une des raisons de la genèse du prisonnier de l'île aux pêcheurs, parce que le prisonnier de l'île aux pêcheurs, il se situe entre Mémoire de glace et Chambre 25. C'était un enfant pas désiré, on va dire. Vous parlez du livre, hein. Du livre. Et pour la bonne raison que je me suis lancé le pari fou au début du confinement, de m'occuper en créant un roman feuilleton que je publierai sur les réseaux sociaux à raison d'un épisode par jour pendant 54 jours, puisque le confinement a dû durer 54 ou 55 jours. Et donc le pari fou, oui, il était vraiment fou parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question. C'était pas évident, donc je n'avais pas pris d'avance. Et puis donc chaque jour j'écrivais mon petit épisode. Il s'est trouvé que les lecteurs sont arrivés, ont afflué, on a tous réseaux sociaux confondus, on a frôlé les 1000 abonnés. Et à la fin, quelques lecteurs m'ont demandé de sortir Le prisonnier en livre. Et donc, on a sorti Le prisonnier en livre, et puis il se trouve que cette évasion... Alors, c'est vrai que, pour répondre directement à votre question, il y avait une évasion au travers des séries et des feuilletons des années 60, entre autres pour les plus anciens qui se souviendront du prisonnier avec Patrick McGowan, et puis un petit côté d'Agatha Christie, et puis on termine par un road movie pour sortir un petit peu du confinement où on étouffait. Ce qui fait que c'est un livre sans prétention et qui permet de s'évader, à la fois de s'évader, à la fois de se remémorer la période. Puisque c'est le seul livre où on a un lien avec l'actualité sanitaire du moment. Je me suis interdit. C'est vrai que dans Chambre 25, il y a un des thèmes qui traite aussi de l'histoire de la vaccination, même si ça n'a rien à voir avec le Covid. On sent l'influence de la période. Eh bien non, c'est le coronavirus qui m'a piqué l'idée, parce qu'en réalité, j'ai commencé à écrire Chambre 25 avec ce côté vaccination, à la fin de l'année 2020, et on ne parlait pas encore de pandémie. C'est vraiment que le virus ne venait pas de votre laboratoire. Mais cela étant, pour rassurer les lecteurs, c'est une petite parenthèse dans le livre, mais c'est surtout pas un sujet. Non, bien sûr, mais ce n'est pas abordé comme un sujet d'actualité chaud brûlant, même si les thèmes abordés sont toujours lourds, hein, et que finalement, en passant par le trafic de drogue, la traite des blanches, les histoires des migrants et d'autres détournements d'argent, on a l'impression que c'est quand même un peu de critique sociale qu'on doit lire à travers votre œuvre. Oui, alors pour moi, quand on écrit, et surtout quand on écrit du polar, on doit mettre en avant des phénomènes de société sans faire de prosélytisme ou de prendre des positions, mais au moins montrer que ça existe. Alors peut-être en grossissant éventuellement le sujet.
C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, et surtout dans les scènes de crime autour de la police, eh ben, il y a de la drogue, il y a du meurtre, il y a du cambriolage, il y a de la violence. Et la violence pas seulement dans l'environnement, dans des environnements liés à des enquêtes. Et donc je mets en avant effectivement en les augmentant. Vous n'épargnez pas les personnages. J'épargne pas les personnages. Et puis c'est aussi ce qu'attendent les lecteurs et les lectrices. Ça fait partie des attendus. Oui. Mais du coup, est-ce que vous diriez qu'il y a un âge minimal pour ce type de lecture, où vraiment les scènes de torture ou bien les sujets évoqués peuvent paraître un petit peu lourds quand on a moins de 15 ans, moins de 16 ans? Alors ça dépend. On épargne un peu les plus jeunes. Ça dépend de mes livres. J'aurais tendance à dire Les Disparus du Festival, comme c'est le premier que j'ai écrit, je savais que mon lectorat serait local, j'ai pris des précautions et souvent on m'a dit... C'est tout public? Voilà, alors c'est tout public et souvent on m'a dit que j'étais un petit peu trop Club des 5, donc vous voyez, ça résume tout. On a un petit peu plus rentré avec une petite dose de sexe minime et un peu de violence, avec Suriname Connexion. Voilà. Et là on est passé au moins de 12 ans. Et désormais, et ça puis, s'arrête tout. Comme on a continué de me dire j'aime pas qu'on me cherche, donc on a continué de me dire oh ouais c'est un peu mièvre quand même, c'est un peu soft, c'était le terme un peu soft tes romans. Donc j'ai pris ça pour une provocation, et quand j'ai écrit Les Ailes Noires du Goéland, alors là c'est réservé aux plus de 18 ans, et encore, pour un public averti, j'ai chargé un peu la barque en termes de violence, surtout en termes de violence. Souvent faites aux femmes. Faites aux femmes, mais bon, oui, mais il y a plein d'explications, hein. On sait pourquoi. Voilà. Et c'est fait aux femmes par des femmes, donc comme ça je suis... Par les femmes voilà. Et les femmes peuvent être même plus violentes que les hommes. Donc c'est pour ça qu'après, quand on arrive sur Les Ailes Noires du Goéland, donc prudence, et puis après j'ai repris un bon mixte avec mes romans suivants, où je suis, on va dire, dans le standard du polar, puisque... C'est vrai que quand il y a beaucoup de polar, et je vous en avais parlé en aparté, je trouve quand même que vous vous rapprochez un petit peu du style aussi de Karine Gibel, avec un engouement pour tout ce qui va être huis clos, ou scènes de torture psychologique ou physique, une fibre un peu féminine. Alors est-ce que vous revendiquez ce côté féminin? Alors, il y a deux questions dans votre question. Donc la première, c'est le côté féminin. Alors c'est vrai, je dois avoir une partie du cerveau qui doit être un peu féminin, parce que j'avoue que j'aime mes personnages féminins beaucoup plus que mes personnages masculins. Même si je m'attache aux deux, et je trouve plus de plaisir à décrire mes personnages féminins que mes personnages masculins. Et d'ailleurs, on m'avait dit, parce que ça, il n'y a que des regards extérieurs, plusieurs lectrices m'ont dit que mes personnages féminins étaient beaucoup plus creusés que mes personnages masculins. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que ils étaient vrais. On m'a dit parfois que, sans me connaître, on se demandait si c'était pas une femme qui avait écrit. Donc, et pour vous, c'est un compliment. Et pour moi, c'est un compliment. Ça veut dire que... Votre position par rapport à la plume, elle n'a pas de sexe. Non, mais la plume n'a pas de sexe, mais c'est vrai que j'aime un roman. J'écrirais pas un roman où il n'y aurait que des personnages masculins. Par contre, un roman avec que des personnages féminins, je prendrais plaisir à l'écrire. Et puis alors, concernant Karine Gibel, eh bien oui, c'est vrai, moi je ne connaissais pas du tout Karine Gibel, parce que, comme je vous ai dit, pendant un certain temps, j'ai eu la chape de plomb de l'informatique, je lisais très peu, et je me suis mis à lire et relire il y a simplement une dizaine d'années, et parmi les auteurs, j'ai découvert Karine Gibel, et j'avoue que je suis tombé sous le charme. La façon de décrire ses personnages, ses scénarios, enfin, et donc je pense, je me défends d'imiter Karine Gibel, mais je pense qu'il y a eu une influence, elle a eu une influence
peut-être plus sur mon style que sur les histoires, parce que du côté des histoires... Il y avait déjà tous les ingrédients, mais c'est plutôt cette vivacité, oui. Le côté dynamique et le fait d'être dans la tête du personnage, d'avoir beaucoup de narration interne, ça oui. relève vraiment de... Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, profil d'écriture. J'avoue que j'ai subi une influence, une bonne influence, je l'espère. C'est pour ça, le mot suivi est peut-être fort. Ouais. Pour revenir du coup sur ce que vous disiez, que vous aviez des avis de lecteurs ou de bêta-lecteurs, donc les bêta-lecteurs sont ceux qui lisent le manuscrit avant la publication, hein, je le dis pour les personnes qui ne connaissent pas trop le métier, qui vous aurait dit, que la plume avait cette sensibilité féminine. On revient donc un petit peu sur vos habitudes d'écrivain. Vous écrivez avec quelle fréquence de travail? Est-ce que vous soumettez le manuscrit à plusieurs bêta-lecteurs avant parution par les éditions du Loir? Comment ça se passe un peu le métier d'écrivain? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Alain Descortes? Oui, alors le métier d'écrivain, bon, déjà il y a la partie écriture du livre. Donc la partie écriture du livre, ça fait pas souvent, c'est tout le temps, j'ai plein d'idées en tête, donc je suis obligé de trier. Et puis parfois j'ai des flashs sur des morceaux d'histoire qui n'auront pas forcément un lien direct avec mon intrigue, mais que j'ai envie de mettre. J'ai envie de mettre dans mes livres. Et puis là, le livre démarre comme ça. Après, il y a un morceau d'intrigue, et puis après, je construis une ossature. Et autant, au début, vous reconnaîtrez l'informaticien, j'avais des beaux tableaux dans tous les sens, et je n'écrivais pas un livre sans avoir une trame hyper détaillée. La maturité étant arrivée, j'ai toujours mes tableaux, mais mes tableaux se construisent au fur et à mesure de l'écriture. J'aime me laisser porter, et parfois, ce sont mes personnages qui écrivent à ma place. Enfin, on a déjà vu Stella qui s'exprimait à votre place, donc là, pour le coup, tire les ficelles. Donc on a ça. Alors les méthodes d'écriture, après, j'ai pas vraiment, comme certains... Ce n'est pas une page par jour, non. Ou l'auteur qui va se lever systématiquement à 2h du matin et qui va écrire de 2 à 4 systématiquement. Non, je ne me fixe pas de règles. J'ai l'avantage de cumuler encore une activité professionnelle de conseil très souple, une retraite de l'associatif qui fait que je n'ai pas des horaires fixes. Donc ce qui veut dire qu'il peut m'arriver d'écrire à certains moments 1 heure par jour, d'écrire une journée entière et de ne pas écrire pendant une semaine. C'est un petit peu, je ne me fais pas violence, mais ce qui est amusant, c'est de constater que j'ai toujours écrit un roman, à part le premier qui était un peu plus long, mais en une année. Quand je dis en une année, en réalité c'est en 9 mois, le temps d'une gestation. Les 3 mois suivants étant on arrive à la deuxième partie de votre question, étant de la relecture, des corrections, de finaliser, de montrer, de prendre des avis de mes bêta-lecteurs, parce que ça c'est un reste de l'auto-édition, où je devais faire tout du début à la fin, puisque mes premiers romans ont été auto-édités, les 3 premiers, les 3 derniers sont édités par les éditions du Loir. Mais à la différence d'autres auteurs, je tiens, quand j'envoie un manuscrit à mon éditeur, je tiens à ce qu'il soit parfait, enfin pour moi, il n'est jamais parfait. Propre, avec une exigence sur la grammaire, l'orthographe, le choix du lexique, etc. J'ai toujours gardé quelques bêta-lecteurs, alors au début ils étaient 15, là j'ai réduit un petit peu parce que c'est compliqué à gérer, mais de façon à avoir des avis avant de soumettre à l'éditeur, d'avoir quelques avis, à la fois pour des avis sur la forme, parce qu'on laisse toujours des fautes, quoi qu'il en soit, et puis des avis aussi sur l'histoire, parce que si un bêta-lecteur me dit oui, mais là j'ai pas compris pourquoi il se passe ceci, il dit ah bah oui, s'il n'a pas compris, le lecteur ne comprendra pas. Et c'est quand le paquet cadeau est presque parfait, je l'envoie aux éditions du Loir, qui, à son tour, repasse aussi dans un cycle, mais ça c'est le côté informaticien, hein. Le double contrôle, ça me plaît bien. D'accord, avec de leur côté leur préparateur, ils ont leur préparateur, leur correcteur, les mises en page. Des personnes pour éventuellement orienter sur certaines écritures. Voilà, et je trouve qu'ils sont très forts pour choisir les couvertures, puisque il y a les premiers livres que j'ai publiés, c'était moi qui choisissais ma couverture.
Et je reconnais que les derniers livres ont une couverture qui est beaucoup plus vendeur, c'est ça. beaucoup plus, voilà. Donc plus professionnel peut-être, avec un regard du coup extérieur. Donc vous êtes très content finalement de passer par un éditeur et du conseil des éditions du Loir. Oui, alors là, si en plus il ne faut pas que je fasse trop de compliments aux éditions du Loir, parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre après. Non, mais vous étiez déjà content du coup du travail, mais ce que j'ai l'habitude de dire aux auteurs qui me questionnent entre la différence entre l'auto-édition et puis l'éditeur, eh bien l'auto-édition on doit tout faire. Et alors qu'au niveau de l'éditeur, quand on a un éditeur, on peut se limiter à écrire. C'est tout. Donc, ce qui devrait être l'activité essentielle d'un écrivain. Mais donc on gagne en confort quand on passe par un éditeur, mais on perd en liberté, parce qu'on fait pas ce qu'on veut. Hein. Il y a des moments, il faut tenir compte, c'est un partenariat avec l'éditeur, c'est gagnant-gagnant. Donc si l'éditeur fait une remarque, eh bien, avant de dire non, il faut quand même en tenir compte. Soit argumenter, soit en tenir compte, parce qu'après tout, la remarque est peut-être justifiée et cela permet peut-être d'améliorer encore le livre et sa réalisation. D'accord. Donc vous êtes passé par l'auto-édition, désormais vous êtes édité chez Le Loir. Vous dites qu'il n'y a pas forcément de rythme d'écrivain au quotidien, ça peut être une journée comme plus tard, tous les jours pendant une semaine ou avec des interruptions. Et il y a toujours une quinzaine de bêta-lecteurs ou bien finalement il y a quelques fidèles qui restent vos premiers lecteurs? J'ai réduit, alors je veux pas non plus faire un classement dans mes bêta-lecteurs, mais j'ai réduit avec déjà ceux qui étaient plus proches. Je suis passé de 15 à 4-5. Et en prenant un petit peu un plus chez chacun. J'ai des profs agrégés qui vont beaucoup s'attacher. D'horizons divers, d'âges divers, de manière à voir si ça pourrait plaire à n'importe quel lecteur. Je vous dis des profs agrégés qui vont s'attacher beaucoup plus à la forme, des gens qui sont un petit peu plus rêveurs, qui vont plus s'attacher au scénario, et avec tout ça, ça me permet de rendre une copie beaucoup plus peaufinée. Et quand tous les ingrédients sont comme cela rassemblés et réunis, vous parlez de scénario, ça serait envisageable, une adaptation en film? Ça vous trotte dans l'idée? Oui, alors... c'est encore un rêve. C'est un rêve. Chaque auteur aimerait que son livre soit adapté. Donc c'est quelque chose qui est possible avec les éditions du Loir, puisqu'on a prévu ça dans nos relations contractuelles. Après, c'est compliqué parce qu'il faut que l'éditeur trouve le scénariste, puisqu'on passe par un scénariste quand il y a une adaptation cinématographique, un scénariste qui soit intéressé par l'histoire, et puis après il faut que ça se fasse. Alors évidemment, il y a la série télé, et puis après il y a le niveau du dessus qui est le film. Ce que, pour moi, ce serait une reconnaissance, ce serait quelque chose de très satisfaisant, bien qu'on m'ait prévenu que, attention, il peut y avoir, et ça c'est des critiques que font souvent les lecteurs et les spectateurs, en disant une différence entre le film et le livre, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas tout retranscrire dans le film, et on peut avoir des personnages dont les noms changent, on peut avoir une région qui change aussi. Donc, c'est vrai que les disparus du festival qui se passent dans le livre, il faut peut-être avoir peut-être un peu de souplesse. Mais oui, ce serait et vous-même, par exemple, écrire un scénario à partir de la trame du roman, vous pensez que ce serait possible? Je pense que à chacun son métier, même si j'écris des pièces de théâtre qui vont se rapprocher un petit peu du scénario. L'informaticien, il y a l'auteur de pièces, de polar, et puis, comme on le disait, il y a quand même une connotation un peu thriller. On a l'impression que vous avez plein de vie, que vous évoluez. Oui, c'est vrai, mais non, c'est pas dans mes projets. J'ai mieux continuer d'écrire le livre. Avec ce rythme-là d'un livre par an et cet éditeur qui vous fait confiance et dont vous êtes satisfait, les éditions du Loir actuellement. Donc pour simplement conclure, Alain Descortes, on espère vous voir bientôt sur Rive de Gier dans le cadre d'un festival ou d'un autre salon littéraire. Vous, dans votre actualité, il me semble que vous allez être bientôt présent à Saint-Ancre, à Vienne. Oui, alors merci de ce petit clin d'œil à Saint-Ancre. Donc, en tant qu'auteur, j'ai renoué avec les salons littéraires qui se sont
rouvert tout doucement au début d'été et puis de façon très forte à partir du mois de septembre. Et donc aujourd'hui tous mes week-ends sont pratiquement occupés par ma présence sur les salons littéraires et j'ai un rendez-vous incontournable pour moi qui est Sans l'encre, parce que Sans l'encre qui est à Vienne. Pour Sans l'encre, parce que Sans l'encre m'a fait confiance dès mon premier roman dans le stand des auteurs de la région avec les disparus du festival, et j'en suis très reconnaissant aux organisateurs. Et même si j'ai grandi, je serai donc à Sans l'encre sur le stand d'une librairie, ce sera la librairie Luciole, et donc c'est toujours un plaisir de retrouver cette ambiance de Sans l'encre et aussi les nombreux lecteurs, puisque en espérant que l'actualité ne changera pas les statistiques des années passées, mais c'est un salon qui est très très fréquenté. D'accord, eh bien c'est le dernier week-end de novembre. Dire la date, voilà, le dernier week-end de novembre, je pense que tout le monde sera ravi de vous rencontrer de visu, puisque là, vous avez présenté votre œuvre, mais ça reste par le biais d'un média. Et dans ce cas-là, je vous dis à très bientôt, à Sans l'encre à Vienne probablement. Et puis aux auditeurs, je leur donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle chronique dans l'émission Rivage, Rivette à la page. Et bien, je vous remercie. Merci Alain. Merci. Merci, au revoir.